Bonjour à tous, je m'appelle William Durand. Aujourd'hui, je vais vous parler de qualité logicielle et plus particulièrement de tests. Et tout ça au niveau de l'écosystème PHP et au-delà avec quelques points sur la recherche en test. Mais tout d'abord, une petite définition rapidement pour qu'on s'entende sur ce qu'est le test logiciel. Le test logiciel, c'est le processus qui permet d'exécuter une application ou un système dans l'intention d'en révéler des erreurs. Typiquement, ce qu'on va chercher à faire avec du test, c'est de révéler des bugs, parce qu'il faut qu'on soit d'accord tout de suite, avec du test, il est impossible de prouver qu'une application ne contient aucun bug. Ça, ce n'est tout simplement pas possible. Par contre, le test nous permet, pour un système, donc je vais souvent parler de système, mais finalement le système c'est pour système sous test, autrement l'application que vous voulez tester. Ce système, on va pouvoir révéler des bugs, et plus on va ajouter de tests, plus on va révéler des bugs et donc les corriger et valider de plus en plus de comportements de notre application. Alors, il y a une petite partie qui existe déjà et qui s'appelle la vérification, qui ne fait pas de la validation comme le test permet de le faire, mais qui permet, avec des méthodes formelles, vulgairement des mathématiques si vous voulez, de vérifier qu'un algorithme est dépourvu de bugs. Mais ça fait appel donc à des méthodes formelles de type vérification, des exemples, le model checking ou le theorem proving. C'est utilisé dans certains cas bien spécifiques, typiquement les systèmes temps réel ou les systèmes critiques. Au niveau web, au niveau développement d'applications en général, on n'en est pas du tout là parce que c'est compliqué. Donc d'ailleurs, où est-ce qu'on en est? Alors hier c'était il y a 5 ou 10 ans. Le test, c'était pas encore ça. 2-3 petites questions. Qui a déjà écrit des tests là dans la salle? Qui ont fait du test? Ok. Qui en écrivait il y a 10 ans? Ah, oui, forcément, il y en a qui... Symfony 1, enfin Symfony, le framework, a 9 ans. Et il y avait déjà des tests dans Symfony, donc effectivement, il y en a qui en écrivent depuis un petit moment. 5 ans. D'accord? Et donc les autres, ça va être moins de 2 ans certainement. Ok. Alors le test hier, donc c'est-à-dire il y a, on va dire 5 ans, il n'y avait déjà pas beaucoup de monde qui écrivait des tests, mais c'était vu comme, au-delà du fait que les tests n'étaient pas nécessaires parce que tester c'était douter, je vous passe tous les trucs comme ça, le test était vu comme quelque chose de coûteux. Coûteux en temps, parce qu'il fallait passer plus de temps à écrire des lignes de code, et coûteux aussi en argent, c'est lié. Et c'était aussi compliqué. Donc le test était vu comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas forcément pourquoi il fallait rajouter du code qui n'allait pas servir à notre client. On avait déjà suffisamment de mal à écrire l'implémentation, pas assez de temps pour répondre aux besoins du client. Pourquoi on allait écrire du code en plus qui allait permettre juste d'aider le développeur, mais qui avait une finalité pour le client qui était assez minimale. On ne voyait pas l'intérêt du test à cette époque-là. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Et puis ça restait compliqué. Et puis donc on a vu se mettre en place la culture du test, on a vu via des articles, des évangélistes du test que ça pouvait fonctionner. On a réussi avec des méthodologies de travail nouvelles d'incorporer ces phases de test dans le développement normal et logique d'une application. Le cycle en V, qui est une méthodologie de travail ancienne, permettait déjà de mettre en évidence ces phases de test. On peut aussi parler d'agilité, des choses comme ça. Et puis, il restait la phase de c'est compliqué. Alors, le test est toujours un peu compliqué, mais à cette époque-là, c'était encore plus compliqué parce qu'il y avait des outils qui venaient juste d'apparaître. Et avant ça, il n'y avait même pas d'outils. C'était tout issu de la recherche. Et il a fallu attendre, par exemple, que le framework de test unitaire JUnit en Java sorte donc, du monde de la recherche pour arriver dans le monde de l'industrie, pour commencer à avoir des outils qui se développent ailleurs. Et donc finalement, hier, on a créé pas mal d'outils. En PHP, celui que vous allez connaître le plus, c'est certainement PHP Unit de Sébastien, qui était là ce matin, qui permet donc de faire des tests unitaires. Sébastien est une personne qui aujourd'hui, s'il y a du test de qualité, du code de qualité en PHP, c'est probablement grâce à lui. Pas seulement par PHP Unit, mais par tous les outils qu'il a créés autour de l'analyse de code statique, notamment pdepend pour la gestion pour gérer les dépendances dans votre projet, c'est-à-dire voir le couplage qu'il y a entre des classes, le nombre
de classes dans un namespace, le nombre de codes le nombre de lignes de code par méthode, etc., etc. Et donc ça, c'est un framework de test unitaire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît, et c'est la référence. On notera un autre framework de test unitaire qui est plus récent et qui s'appelle Atom. Atom, c'est un framework de test unitaire moderne. C'est un projet français qui fonctionne très bien. Et à la différence de PHP Unit, il permet d'écrire du code de test plus expressif grâce à des assertions qui sont beaucoup plus lisibles. Les assertions, c'est les méthodes qui vont permettre de vérifier des propriétés dans nos tests. PHP Unit, c'est simple, c'est assert equals, assert true, assert false. Et après, faut se débrouiller pour arriver à faire en sorte que, oui, le retour de ma méthode, c'est une chaîne de caractères. Bon, Atom répond à ça avec des assertions qui disent le retour, c'est de type string, le retour, c'est de type entier, etc., etc. Mais comme je l'ai dit, PHP Unit, ça reste la référence parce que pendant très longtemps, il est resté le seul. Et il a tellement été utilisé qu'il y en a qui ont permis, qui ont fait en sorte de l'étendre pour aller au-delà de ce framework de test. Donc il y a des extensions à PHP Unit, c'est-à-dire que si vous utilisez PHP Unit intensivement, vous avez la possibilité de créer des extensions, c'est prévu pour ça, et donc je vous invite à aller voir celle d'Etsy, mais aussi de créer des bibliothèques en plus pour permettre d'améliorer les conditions dans lesquelles vous testez. Parce qu'avoir un framework de test unitaire, c'est sympa, mais derrière, il y a les problématiques qui se sont posées, c'est comment je fais pour tester un service, une classe qui va dépendre d'autres services, d'autres classes. C'est bien beau d'avoir tout un framework qui permet de faire les assertions, mais avant, je veux créer une classe, je veux tester une classe, je veux vérifier les comportements de mes méthodes, mais pour construire mon instance de ma classe, j'ai besoin d'injecter d'autres objets. Ces objets, je ne vais pas forcément les utiliser. Et ces objets-là, c'est des objets qui sont dédiés à l'écriture de nos tests. Vulgairement, on va les appeler des mocks. Mais je vais vous montrer dans une seconde que ce n'est pas que ça, les mocks. En fait, on appelle ça des test doubles, des objets qui sont faits juste pour être utilisés dans nos tests. La traduction de doubles en français, je la connais pas. On va dire que c'est des objets qui servent à l'écriture de nos tests. Donc la première librairie qui a permis de faire ça s'appelle Mockery. Et Mockery, c'est pour faire des mocks. Alors un mock, c'est un objet où dessus on va poser des attentes, des expectations en anglais, qui permettent de dire, voilà, quand je vais injecter cet objet et que derrière je vais tester le comportement de ma méthode, alors cet objet devrait recevoir un appel à la méthode readTemp 3 fois et retourner telle valeur, telle valeur, telle valeur. D'accord, mais c'est bien poser ses attentes. Et ensuite, donc, on exécute le test et le framework de mock va nous dire si les attentes qu'on avait dessus ont été satisfaites. Si vous avez déjà vu à quoi ressemble la librairie intégrée à PHP Unit pour faire les mocks, vous comprendrez que Mockery, c'est bien. Mais aujourd'hui, on a mieux, on a quelque chose qui s'appelle prophétie. Pour effectuer une prophétie, il faut un prophète. Donc c'est ce que je fais tout là-haut. Et je lui demande de me faire une prophétie qui, derrière, va me sortir un objet prophétie que derrière, je vais lier à la classe que je veux étendre ou à une interface en l'implémentant. Quand je vais révéler ma prophétie, je vais obtenir ce qu'on appelle un dummy-object. Et ça, c'est l'objet le plus basique dans tous les objets de test qu'on a à notre disposition. Cet objet, il est vide de sens, il est juste estampillé du nom de la classe ou du nom de l'interface qu'il étend ou qu'il implémente. Sauf qu'il va y avoir des cas où cet objet, il ne sera pas utilisé, mais nécessaire à la construction, donc c'est bien. Mais dans d'autres cas, quand je vais tester ma méthode, cet objet va être rappelé, en fait, il va recevoir un appel dessus. C'est pas vital pour le comportement que je suis en train de tester, mais il ne faudrait pas que ça me fasse une fatale erreur, par exemple. Donc derrière, ce que je vais vouloir créer, c'est un objet fake. Et donc pour ça, je vais dire sur ma prophétie que j'ai une méthode read qui prend un argument de type string. Et puis je révèle cette prophétie, j'ai mon fake object. Et puis il va y avoir des cas où quand vous allez vouloir tester un comportement d'une méthode, ce comportement il va être déterminé par un de ces fameux objets-là. Et du coup, vous allez vouloir contrôler le flow d'exécution de cet objet pour passer dans un chemin plutôt que dans un autre, parce que vous testez un comportement qui est induit par la réponse que fait cet objet. Donc c'est ce que fait la partie suivante de stub, c'est ce qu'on appelle un stub en fait, cette méthode. Je dis que j'ai une méthode read dans mon objet, et que quand je passe un 2, 3, ça doit me retourner value.
En révélant cette prophétie, j'obtiens mon stub et derrière, je contrôle mon flow d'exécution qui me permet de valider le comportement que je souhaite dans mon test. Les mocks, je l'ai présenté avant, donc c'est poser des attentes, des expectations sur mes objets. Et prophétie ajoute aussi la notion d'espion. Un espion, à la différence d'un mock, c'est que ce n'était pas forcément une attente. Ce n'est pas des conditions qu'on pose avant, mais plutôt des choses qu'on va vérifier après coup. Un mock, c'est la méthode read devrait être appelée. L'espion, c'est la méthode read aurait dû être appelée. D'accord, on vérifie après coup. Et ça, c'est prophétie le fait de base parce qu'il va enregistrer tous les appels qui ont été faits tout au long de l'exécution de votre test. Et là, est-ce que vous voulez plus? Par exemple, est-ce que vous voulez utiliser PHP Unit avec prophétie et les assertions atom? PHP Unit pour le fait que c'est un test runner, que derrière il permet de générer des rapports, des choses comme ça. Prophétie parce que je viens de vous montrer que c'était fantastique. Et les assertions atom parce que je vous ai donné l'eau à la bouche quand je vous ai présenté atom. Ne cherchez pas plus loin, il y a une lib qui s'appelle Frankenstein et qui permet d'embarquer tout ça et d'utiliser PHP Unit, prophétie et les assertions atom. Comme le code qu'on obtient en utilisant cette lib est presque aussi bizarre que le personnage qui a inspiré le nom de cette lib, je n'ai pas mis d'exemple, mais je vais plutôt passer sur d'autres méthodes permettant de faciliter l'écriture des tests. Typiquement, tout ce qui est lié au système de fichiers. Vous avez peut-être des tests qui dépendent du système de fichiers parce que votre classe, elle va écrire dans un fichier. Et la mauvaise pratique, ce serait d'utiliser les méthodes qui sont exécutées avant et après chacun de vos tests pour configurer le système de fichiers dans un répertoire temporaire et ensuite supprimer tout ça pour que une fois qu'on réexécute le test, ça repasse. Au lieu de ça, on peut utiliser un système de fichiers virtuel et c'est exactement ce que fait la librairie VFStream depuis bien longtemps et elle permet de moquer le système de fichiers. Typiquement, j'ai un YAML User Repository qui est une implémentation de repository en YAML et cet objet prend en paramètre un nom de fichier dans lequel il va écrire. Moi, je configure mon système de fichiers virtuel en créant un dossier cache et en passant le chemin du fichier dans lequel écrire en argument de ma classe. Derrière, j'effectue mon test classiquement et dans mon assertion, je vais vérifier le contenu du fichier qui a été écrit dans le système de fichiers virtuel. Avec tout ça, vous pouvez écrire vos tests dans un système de fichiers virtuel, vous ne touchez pas à votre vrai système de fichiers et du coup, ça marche bien. D'accord ? Ça, c'est un autre exemple pour vous montrer les outils qu'on peut avoir pour faciliter l'écriture des tests. Il y a aussi un cas que je ne vais pas aborder plus que ça, c'est l'écriture des tests quand on dépend de la base de données. Alors, il y a du DBUnit qui existe avec PHP Unit, mais il y a aussi les ORM qui permettent de gérer ça, mais il y a aussi la programmation orientée objet qui dit qu'on n'est pas forcément obligé de tout lier et qu'on peut faire un peu du découplage. Et par exemple, introduire une interface dans la classe que je veux tester qui dépend d'un repository, et le repository, s'il est implémenté par Doctrine, Doctrine fait son travail et c'est déjà testé, donc je ne vais pas tester ça, mais moi je pourrais me fendre d'une petite implémentation, par exemple en YAML, et utiliser ce repository dans mon test qui va tester le service qui a besoin de ce repository-là, plutôt que de dépendre d'une base de données. Parce que configurer une base de données, etc., pour faire des tests, c'est fastidieux. D'accord ? Et une fois qu'on a su faire ça, les gens se sont dit, c'est bien, on a des outils pour écrire des tests, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus qu'écrire des tests et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Et c'est là qu'est né le mouvement de les tests étant vus comme de la documentation. Alors, il y a ceux qui vont dire, oui, tu veux utiliser ma lib, tu veux utiliser mon projet, regarde dans le dossier test, il y a tout ce qu'il faut, pas plus de doc. Et ça peut se comprendre dans la mesure où vos tests, déjà, ils sont synchronisés avec votre code, quand la suite de tests passe, mais surtout, ça montre des tas d'exemples de comportements pour chacune de vos méthodes. Et donc, ça donne une ordre d'idée des cas d'utilisation que vous pouvez avoir. Bon, ça ne remplace pas une vraie documentation, on est d'accord, mais ça a amené des gens à écrire les méthodes de test d'une autre manière. Plutôt que d'écrire des méthodes de test dans une classe de test qui commence par test, méthode 1, test, méthode 2, test, méthode 3 pour tester 3 comportements de ma méthode, autant se servir de ce nom de méthode pour avoir quelque chose d'expressif.
Et donc plutôt que d'écrire vos noms de méthodes de test un peu n'importe comment, utilisez des bouts de phrases qui font référence au comportement que vous êtes en train de tester dans le corps de cette méthode pour indiquer ce que vous êtes en train de faire. Et derrière, vous pouvez même brancher un outil qui s'appelle TestDocs, qui existe depuis Mathusalem, pour transformer ça, votre code, en la sortie ci-dessous, qui affiche ces fameuses phrases. En fait, elle transforme les noms des méthodes, elle vire tout ce qui fait partie des conventions XUnit, c'est-à-dire par exemple de préfixer ces méthodes de test par test, ou de suffixer sa classe de test par test avec un T majuscule, etc. Et derrière, ça vous donne ce résultat-là. C'est inclus dans PHP Unit, par exemple. Et ça, c'est ce qui a inspiré Dan North pour créer ce qu'on appelle le BDD, le Behavior Driven Development. Si vous en avez entendu parler, c'est probablement grâce à Biat, qui implémente du Story BDD, donc c'est une lib aussi PHP, qui part du principe qu'on va tester notre application d'un point de vue business. On va utiliser le langage métier, le Ubiquitous Language. Et puis derrière, on va créer, pour une fonctionnalité donnée, un tas de scénarios. Et derrière, on va demander à Biat de générer le code derrière. Et Biat va nous créer les méthodes pour chaque point dans notre scénario. Et comme ça, on va pouvoir décrire à chaque phrase ce qu'on veut faire. Et on pourra, par exemple, découper un scénario très complexe à tester en petites méthodes atomiques et derrière, diviser pour mieux régner. C'est exactement ça. Et on pourra, avec Beat, on peut, d'une part, parler avec d'autres gens qui ne sont pas développeurs de ce qu'on fait et comment on teste, mais aussi arriver à tester des cas qui étaient difficilement testables de manière plus classique. Un deuxième outil qui est aussi très ancien, c'est PHP Spec. Et lui, il fait donc du Spec BDD, donc il est orienté spécification et implémentation. Il s'utilise de la façon suivante. On commence par créer une spécification. On dit ce qu'on aimerait faire. Typiquement, ma classe Markdown, elle devrait convertir du texte brut en paragraphe HTML. Donc j'explique que quand j'appelle la méthode toHTML avec hider dedans, ça devrait me retourner le code HTML correspondant. Je lance PHP Spec qui me dit est-ce que vous voulez créer la classe Markdown? Oui. Est-ce que vous voulez créer la méthode toHTML? Oui. Et derrière, il n'y a plus qu'à implémenter le code de cette méthode toHTML pour faire valider ce test, pour passer ce test. Ça, si vous m'avez suivi, c'est exactement du TDD. Et c'est à ça que sert PHP Spec. Et là, vous dites, Victoire, on a plein d'outils en PHP, c'est super génial. Non, pour la simple et bonne raison que tous ces outils, ils appartiennent au passé. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils existent, et aujourd'hui, en test, on n'en est plus là, on a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, on utilise ces outils, mais on a créé des outils par-dessus de plus haut niveau. Et le test, c'est plus uniquement faire du test unitaire et du test fonctionnel, comme ça. Et on ne voit plus d'ailleurs le test comme quelque chose de coûteux ou inutile ou des choses comme ça. Le test, c'est admis, on a une culture du test. Typiquement, c'est enseigné à l'école, ça n'y était pas il y a 8 ans. C'est enseigné dans pas mal d'entreprises. C'est même des choses, des compétences qu'il faut avoir, qu'il faut mettre dans son CV, des choses comme ça. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais le test, aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est lent, c'est toujours quelque chose qui est manuel, mais ça reste tendance. Comme je l'ai dit, tout le monde veut faire du test, même si des fois c'est pour le côté hype, parce que ça fait bien de dire qu'on fait du test, qu'importe, au moins les gens ont compris l'intérêt du test dans la plupart des cas. Pour ce qui est des problèmes de lenteur, bon, il y a plusieurs choses qui existent, mais il y a des gens qui se sont dit, lancer une suite de tests un peu longue avec PHP Unit, ça prend vraiment beaucoup de temps, moi j'ai pas envie de faire ça. Et donc il y a des projets en PHP, comme Paratest et FastTest, qui permettent de lancer vos suites de tests PHP Unit en parallèle. Ça isole les cas de tests et puis ça lance tout. Puis après, derrière, ça collecte les résultats. Victoire. On a aussi l'outil parallèle Ruby qui lance à peu près n'importe quoi en parallèle. Mais c'est aussi l'intégration continue qui a permis de répondre aujourd'hui aux problématiques de lenteur. Plutôt que de lancer les tests à la main, plutôt que de préparer le contexte sur sa machine et derrière on va s'affranchir du contexte à préparer pour exécuter notre suite de tests. Et puis derrière, on va collecter les résultats, on va consolider les résultats, on va créer des dashboards, on va même envoyer des mails aux utilisateurs du serveur d'intégration continue quand ils auront cassé les builds, des choses comme ça. Tout ça, c'est des méthodes qui nous ont permis d'automatiser les processus répétitifs dans l'exécution des tests et dans la collecte des résultats. Un autre point qu'on va aborder aujourd'hui,
c'est ce qu'on n'avait pas hier. Hier, on était beaucoup dans le test de code, mais on n'avait pas forcément des architectures orientées services du code qui fait appel qui fait des appels réseau en permanence, des choses comme ça, des choses qui sont très lents dans vos suites de tests. En PHP, on a un outil qui s'appelle PHP VCR qui permet de s'intercaler entre votre couche, vos appels réseau et le réseau pour effectuer, enfin, il laisse passer l'appel une première fois, il enregistre la réponse et il stocke ça quelque part. Et la deuxième fois où vous allez lancer vos tests, eh ben, il va resservir directement le contenu qu'il avait récupéré avant et stocké, plutôt que de refaire l'appel réseau. Et là, vous gagnez en rapidité d'une part, parce qu'il n'y a plus les appels réseau, mais surtout, vos tests deviennent déterministes. Il n'y a rien de plus pénible qu'une suite de tests qui est rouge 2 ou 3 fois dans la journée pour des problématiques liées au réseau. Ce n'est pas de votre faute, vos tests sont toujours bons, mais ils sont non déterministes, donc aléatoires, avec un résultat aléatoire, parce que vous avez une dépendance vers le réseau. Donc là, en fait, on s'affranchit du réseau. Un outil qui va plus loin et qui est écrit en Go s'appelle Gore, et lui fait de la réplication de trafic HTTP. Donc il va beaucoup plus loin. Vous avez un serveur qui s'appelle le listener que vous mettez en production. Il écoute passer tout le trafic HTTP et il envoie ça à un deuxième serveur qui s'appelle le replay. Et le replay, lui, il est capable de rejouer ce trafic sur vos environnements de pré-production ou de développement. Alors il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier, c'est de faire par exemple du test de perf. Alors, il y a des outils qui existent depuis longtemps pour faire du test de perf, de charge, etc., comme JMeter, Tsung, Siege, etc. Mais eux, en fait, vous êtes un peu obligé de construire à la main les requêtes que vous voulez faire, et ça ne dépend pas forcément de ce qui se passe dans la vraie vie. Ça peut s'en rapprocher, mais en gros, c'est vous qui concevez les requêtes plus ou moins à la main. Là, vous n'avez pas besoin de construire les requêtes à la main, et c'est propre à la production, puisque vous laissez passer le trafic depuis la production. Un deuxième avantage, c'est le fait que dans les tests fonctionnels, on a souvent à faire des fixtures, c'est-à-dire des données qui vont permettre derrière de tester fonctionnellement des choses. Il y a de très bonnes libs en PHP qui font ça, Faker, Alice, qui permettent de générer fixtures, mais les fixtures, ça reste des données générées aléatoirement. Même si elles ressemblent, elles ne sont pas forcément pareilles que la production parce qu'elles sont moins réelles, forcément, puisqu'elles ont été générées aléatoirement. Et du coup, là, vous pouvez avoir des données de fixtures qui viennent directement de la prod et qui donc sont réelles. Et le troisième intérêt à cela, c'est que si vous voulez tester un déploiement d'une nouvelle fonctionnalité, votre environnement de pré-production est isoprod, donc avec votre environnement de production, il est exactement pareil. Vous déployez dessus, vous ouvrez le petit robinet qui laisse passer le trafic qui vient de la production, et puis vous regardez s'il n'y a pas une montée d'erreurs et d'exceptions. Comment on fait ça? C'est du monitoring d'application. C'est la track d'à côté, je suis désolé. Voilà les outils. Tout ça pour vous dire qu'on ne teste plus aujourd'hui que son propre code. C'est pour ça que les outils unitaires et fonctionnels classiques sont les outils d'hier, en fait. Puisque hier, effectivement, on avait déjà du mal à faire des tests, donc on se concentrait sur notre implémentation et sur notre petit code à nous. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, on va tester quasiment tout. Et qui dit tout tester, dit aussi tester des choses qu'on n'avait pas l'habitude forcément de tester de manière conventionnelle. Un exemple, du test de sécurité. C'est bien d'avoir une application qui est conforme à ce qu'on attend, mais si, quand vous la déployez, vous déployez en même temps une lib dépendante qui a une vulnérabilité connue, votre code, il va être bien, il va être déployé, mais il va moins être fiable, puisque forcément, il sera vulnérable. Et en fait, il sera plus vulnérable qu'il ne l'est déjà. Parce que ce serait un pari fou de se dire non, mon appli, elle n'est pas vulnérable du tout. Elle l'est toujours, mais quand on sait et quand on ne sait pas. Dans vos phases de test, typiquement dans votre build Jenkins d'intégration continue, ajoutez une étape, après vos tests fonctionnels, unitaires, etc., de sécurité, qui va rien que faire lancer le security checker de Sensio pour vérifier que dans vos dépendances, avec Composer, vous n'ayez pas une vulnérabilité connue. Utilisez SQLmap pour faire de l'injection SQL automatique et vérifier que votre appli n'est pas vulnérable à ça non plus. Utilisez Zapper qui wrap un outil qui s'appelle Zap de l'OASP qui contient tout un tas de tests pour détecter des vulnérabilités connues. D'accord ? On a aussi le test d'acceptance web aujourd'hui. Hier, on avait les tests fonctionnels. Aujourd'hui, on va faire du test d'acceptance en allant plus loin. C'est-à-dire qu'on va
exécuter notre code sur plusieurs navigateurs différents. Alors la référence en PHP pour faire du test acceptance web, c'est Mink, qui marche très bien avec Biat d'ailleurs, parce que c'est un projet qui est issu de ce projet Biat. Et donc derrière, il est capable de piloter un navigateur soit écrit en PHP, Goot, soit des navigateurs dits headless, Sai, Zombie, pourquoi pas PhantomJS. On peut aussi utiliser du Casper.js qui est une lib en JS qui permet de scripter des tests fonctionnels qui vont parler avec un vrai navigateur. Et au-delà de ça, on a même des outils en service qui permettent de tester notre code fonctionnel sur un grand panel de navigateurs, un grand panel de plateformes. Et tout ça automatiquement. On a d'autres types de tests qui sont révélés aussi. Des tests plus que unitaires, plus que fonctionnels. Le fuzzy testing en est un bon exemple. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps au niveau recherche et qui est apparu aujourd'hui. Parce que c'est du test aléatoire, le fuzzy testing. Gremlins.js, c'est une lib en JS, pour le coup, permet de stresser votre interface graphique en cliquant un peu partout. Le but, c'est que ça ne plante pas. Ça, c'est des petits outils très simples qui sont maintenant mainstream, c'est-à-dire qu'ils sont très faciles à utiliser et qu'on peut utiliser aujourd'hui, par rapport à hier où on avait les outils pour faire de l'unitaire, du fonctionnel, mais pas plus. Tout ça pour vous dire que le test, aujourd'hui, c'est plus uniquement du test sur notre application, c'est du test sur toute la stack qui va composer notre application. Ça peut être du test d'infrastructure, on va tester l'image qui va servir à faire tourner notre application avec des tests avec des outils comme AirSpec Server, des choses comme ça. On va pouvoir faire du test de robustesse. Et là, c'est un petit appel à contribution. Si vous voulez participer à un projet en PHP qui ferait une librairie de test de robustesse, je vous invite à porter la lib de référence qui s'appelle JCrasher en Java, en PHP, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune lib qui fait du test de robustesse en PHP. Le test de robustesse, c'est regarder pour une méthode les entrées, essayer de trouver des bornes, et puis aller au-delà de ces bornes. Si ma méthode, elle prend un entier entre 0 et 9, essayez de lui passer 10, essayez de lui passer infini, essayez de lui passer nul, des choses comme ça, d'accord? Ça, c'est de la robustesse, et on voit derrière comment se comporte notre application. Mais tout ça, au final, tout ce qu'on a aujourd'hui, ça nous sert énormément, c'est super bien, mais on est toujours obligé, finalement, de passer par une étape manuelle, une étape qui fait qu'on est obligé de décrire nos cas de test, de penser au comportement que l'on veut tester quand on veut valider nos méthodes, notre application. Et ce qui serait bien, ce serait de s'affranchir de ça, d'aller plus loin dans l'automatisation. On sait automatiser tout ce qu'il y a avant, on sait automatiser tout ce qu'il y a après, mais par contre, l'écriture des tests en eux-mêmes, on ne sait pas encore l'automatiser. Et ça, c'est quelque part quelque chose qui fait partie du futur. Dans le futur, le test sera automatisé. Pas automatisé comme vous l'entendez, automatisé au sens recherche du terme, c'est-à-dire on va automatiser la génération des cas de test, on va automatiser le code qui permet de tester ça. Pourquoi? Pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on a déjà en vérification, c'est-à-dire essayer de contredire Dijkstra quand il dit que le test permet de révéler la présence de bugs, mais pas d'en prouver l'absence. On veut tendre vers ça. Et on veut aussi permettre aux développeurs de passer plus de temps sur l'implémentation et moins sur l'écriture des tests, pour encore gagner du temps. Mais ça va impliquer plus de méthodes formelles, donc plus de mathématiques, entre guillemets, sur nos processus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez probablement pas entendu parler des techniques que je vais introduire maintenant, parce que l'industrie n'est pas prête, parce que déjà le test, c'est compliqué. Avoir la philosophie pour tester, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une philosophie, c'est compliqué, mais derrière, s'il faut appliquer en plus des méthodes formelles et donc des outils mathématiques, des outils qui sont issus de la recherche et qui sont relativement récents au niveau recherche, sans être pour autant totalement nouveaux, c'est compliqué, Une petite note, les outils et les pratiques que je vais vous présenter, d'un point de vue recherche, c'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est pas les trucs qui sont sortis il y a 2 ans. C'est sorti il y a quelques années, mais ça reste nouveau parce que c'est les dernières techniques à la mode. Tout ce qui est fuzzy testing, tout ce qui est test de robustesse, ça c'est des choses qui ont 15, 20 ans, voire plus. Les méthodes dont je vous parle, là, elles ont moins de 10 ans, moins de 5 ans, donc c'est pour ça que c'est relativement pas tout neuf d'un point de vue recherche. Sachant que tout ce qui est description des tests unitaires et des tests fonctionnels, ça a 25 ans, 30 ans facile. Donc c'est des choses que d'un point de vue recherche,
on est très en avance, mais pour porter ça dans l'industrie, ça met beaucoup plus de temps. Le premier point, c'est le test basé modèle. Un test basé modèle, comme son nom l'indique, ça se base sur des modèles. Alors, on ne va pas parler du ML ici. Hein. Les modèles sont des modèles formels, des graphes, des automates, des machines à état, des choses comme ça, qui permettent de représenter le fonctionnement d'une application pour d'une part comprendre totalement comment ça fonctionne, mais aussi prévoir ses comportements, d'accord? Et comme on va savoir prévoir ses comportements, on va pouvoir essayer de générer des tests autour de ces comportements. Et pourquoi pas essayer de déclencher des comportements non attendus. Ou alors de mettre notre système dans un état donné, interagir avec lui, le stimuler, et puis vérifier que le comportement induit par ces stimuli est le comportement que l'on attendait bien, d'accord? Un petit exemple concret, parce que là, c'est de la recherche. Chez Spotify, ils utilisent déjà le test basé modèle depuis un moment. D'un point de vue recherche, parce qu'ils ont des chercheurs, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ils ont une utilisation du test basé modèle qui est double. La première, c'est de s'affranchir, de créer une couche d'abstraction entre le test et les implémentations. Spotify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lecteur, un player musical en ligne, d'accord, un peu comme Deezer ou Groove Shark ou ce que vous voulez. Sauf qu'ils ont une application par périphérique, et par périphérique et par plateforme. C'est-à-dire que ça tourne en client lourd sous Windows, OS X et Linux. Ça tourne sur Android, ça tourne sur iOS et ça tourne en web, d'accord? Donc ils ont plusieurs plateformes. Et quand ils écrivent les tests, ils ne vont pas écrire une suite de tests exprès dans chaque personne, et ce n'est pas chaque équipe responsable de la plateforme qui va faire ses propres tests. Ils ont une équipe dédiée à la qualité, et ils ont une équipe dédiée à faire des tests, et c'est cette équipe, qui n'est pas développeur, qui va créer les modèles. Donc ils dessinent, ils modélisent les tests qu'ils veulent effectuer. Et ensuite, un modèle d'un test va être transformé en N implémentations, N étant le nombre de plateformes qu'ils ciblent. D'accord ? Pour faire cela, ils ont un modèle. Donc un modèle, là, c'est un simple automate. Donc ça a des états. Et puis les flèches, c'est ce qu'on appelle des transitions. Les transitions, c'est une action qu'on va effectuer pour passer d'un état à un autre. Les testeurs dessinent ce genre de test. Et derrière, ils ont une librairie qu'ils ont créée, qui s'appelle GraphWalker, qui va lire ce graphe et derrière générer tout un tas de choses. La première chose qu'il va générer, c'est du code que les développeurs pourront implémenter sur chaque plateforme. Et d'un autre côté, surtout, les cas de tests, les séquences de tests. Cette lib est capable de parcourir le graphe et de dire, je peux faire du smoke testing, c'est-à-dire un petit test simple qui va parcourir le graphe de bas en haut et puis effectuer l'enchaînement des actions. Mais je peux aussi avoir une stratégie de parcours de graphe différente, typiquement de l'aléatoire. Je me place à un état donné, j'effectue l'action qui est en fait ma transition sortante sur mon graphe, et puis je vérifie que l'état dans lequel j'arrive, c'était bien l'état qui était prévu dans ce modèle-là. D'accord ? Les développeurs, eux, n'ont plus qu'à écrire le code pour chaque plateforme qui permet juste d'effectuer ces actions. Éventuellement, ils peuvent poser des assertions en plus dessus. Alors, ça peut être en Java avec du JUnit classique, mais ça peut être du Robotium, qui est un outil pour interagir avec une interface Android, du Selenium, vous connaissez probablement, pour interagir avec des interfaces web, du Appium pour interagir avec, entre autres, des applications iOS. Ouais, les outils qui permettent de faire des interactions comme ça, du fonctionnel, ça finit toujours par Yum. Donc si vous en avez une à créer, pensez à ce suffixe-là. Et je vous l'ai dit, ça marche aussi sur les clients lourds. Et les clients lourds, il n'y a pas d'outil qui est listé ici qui permet de faire ça. C'est parce que je voulais vous en présenter un nouveau qui s'appelle Siculi, issu de la recherche. Il n'est pas neuf au niveau temporel, mais il est de plus en plus utilisé et il est assez sympa puisqu'il permet de modéliser une succession d'enchaînements avec des images. C'est-à-dire que vous allez, là si on veut tester le fait que je vais supprimer les éléments dans ma corbeille sur macOS X, je vais découper une image avec ma corbeille, découper l'image du bouton qu'il faut que je clique d'abord et découper l'image du bouton qui va confirmer que je veux bien vider ma corbeille. Derrière, je scripte ça dans un IDE, par exemple. Là, c'est en Python. On a aussi un binding en Java.
Et donc je dis, je clique sur ce bouton, puis ce bouton, puis ce bouton. Et là, derrière, Siculi va lancer l'application, si c'était une application, ou alors directement regarder sur le système d'exploitation quel bouton cliquer, il va cliquer dessus, etc. etc. Il sait aussi trouver les champs texte et renseigner du texte, etc. etc. Et ça marche par reconnaissance d'image. Vous avez aussi la possibilité de choisir une région de l'écran plutôt qu'une autre, etc. Et ça permet de tester des interfaces web et non web, mais surtout de pouvoir, si vous n'êtes pas content avec Selenium, vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Si vous n'êtes pas content avec Casper, etc., vous pouvez aussi faire ça. D'accord. Une fois qu'on a tout ça, que les gens de Spotify ont tout ça, ils peuvent créer des super dashboards comme celui-ci. Alors, chaque ligne, ça représente un test. Et donc, chaque ligne, derrière, c'est un modèle. Et chaque colonne, où on voit du vert, du rouge et du jaune, c'est la plateforme. Et comme ça, on peut avoir un ordre d'idée de quel test passe et quel test ne passe pas sur telle ou telle plateforme. D'accord. Et ça, pourquoi on l'a? Parce qu'ils utilisent des outils qu'on a déjà aujourd'hui. Jenkins, pour faire de l'intégration continue, parce que tout ce qu'il y a avant, c'est juste la petite partie qui manquait, qu'on ne savait pas automatiser forcément. Tout le reste, on sait lancer les tests, on sait créer des VM et booter les VM pour tel ou tel OS. Et on sait collecter les résultats, on sait les consolider, on sait créer des beaux dashboards. D'accord. Un autre point, c'est que maintenant qu'on a tout ça, il faut quand même écrire le modèle. Et je vous l'ai dit, le modèle, c'est compliqué à écrire. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la génération de modèles automatisés? Ça, ce serait top. Hein. Et ça, en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie, ou tout du moins l'histoire de mes 2 dernières années, puisque c'est mon sujet de thèse. Et moi, je suis parti du principe qu'effectivement, tout ce qu'il y avait avant, c'était génial, mais il fallait encore écrire les modèles, et moi, j'aimerais automatiser ce genre de truc. Parce que je me dis que quand il y a des utilisateurs qui tapent sur votre application web, on a les requêtes, réponses, et ça donne plein d'infos déjà. Et du coup, mon approche, c'est de me baser sur les données qui sont en production, les requêtes, réponses HTTP, ou alors tout un tas de données, peu importe l'application. Moi, je travaille en informatique industrielle, mais c'est pareil en web. Je récolte ces données, et derrière, j'essaie de reconstruire des scénarios. Je regarde les enchaînements de requêtes-réponses qui ont été faites pour un utilisateur donné, les choses comme ça. Et derrière, j'essaie de remonter, de reconstituer un semblant de modèle. Mais à ce niveau-là, ce modèle, il ne ressemble pas à grand-chose, si ce n'est un grand enchaînement d'actions d'échanges requêtes-réponses. Pas grave. Là, je vais voir l'expert du domaine de cette application et je lui demande, donne-moi des petites règles qui me disent que quand je fais ça, ça veut dire tel comportement, tel scénario. Et derrière, rien qu'avec un petit ensemble de règles métiers, j'arrive à reconstituer un modèle qui est proche de celui que les gens chez Spotify font. D'accord. Et donc, si vous avez suivi, à partir de mon outil, je peux automatiser toute la chaîne. Et donc, à moindre coût, générer des tests fonctionnels depuis la production sans aucune intervention. D'accord. Deuxième petite partie pour terminer et pour revenir un peu plus sur PHP, le test basé contrat. Il y a un outil qui s'appelle Praspel en PHP et qui permet de faire ça, qui existe depuis quelques années puisque c'est Yvan Anderlin, le gars qui a créé OA Project, qui a fait ça dans le cadre de sa thèse. Et OA Project, enfin le Praspel, c'est un langage de spécification pour PHP. Spécification au sens, je vais ajouter des contraintes, des préconditions, des post-conditions sur mon code. Typiquement ici, j'ajoute des conditions sur les types et les bornes avec des domaines réalistes sur mes entrées de ma méthode et aussi sur le résultat que donne cette méthode. D'accord. Et à partir de ça, d'une part, je vais pouvoir avec Praspel, générer des données de tests aléatoires mais cohérentes, parce qu'elles font partie du domaine. Ça, typiquement, c'est déjà inclus avec une extension au framework de test unitaire Atom, qui inclut Praspel. Donc, vous pouvez aujourd'hui demander à Praspel de générer des données de test pour vous. Vous n'avez plus besoin de Faker ou de Alice pour créer des fixtures. Et au-delà de ça, Praspel, c'est aussi générer les cas de test. C'est-à-dire qu'avec ces informations dans votre code source, vous êtes capable de générer du code de test. Et ça, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, puisque ça existe d'une manière un peu différente chez Microsoft depuis 2009. Dans Visual Studio 2010, il y a un outil qui s'appelle Pex and Molds. Vous prenez une méthode dans votre code, vous lui dites « génère-moi les cas de test » avec les données. Ça génère la classe suffixée par test, ça génère les méthodes tout seul pour votre classe, et derrière, ça génère les données. Vous lancez MS Test,
et votre classe est testée, votre méthode est testée. Et ça, vous n'avez rien eu besoin de faire parce que c'est toujours du clic-clic, et c'est plus fiable que ce que vous pourriez faire, tout simplement parce que ce n'est pas vous qui avez décidé des comportements à tester, mais c'est l'outil, et l'outil, ben, derrière, il fait appel à des méthodes formelles, donc il est plus juste que ce que vous pourriez faire. C'est aussi pour ça qu'on dit souvent qu'il vaut mieux faire écrire ses tests par quelqu'un d'autre que la personne qui a écrit l'implémentation. Tout simplement parce que le gars qui aura écrit l'implémentation, la personne plutôt, pardon, qui aura écrit l'implémentation va avoir pensé à certains comportements. Donc c'est les premiers qu'elle va tester. Mais ce ne sera pas forcément les mêmes qu'une autre personne qui sera extérieure au projet, à l'application, au code, etc., auquel cette personne va penser. Donc du coup, essayez de faire tester votre code par quelqu'un d'autre, d'accord? Et Praspel, ben, c'est un outil qui fonctionne aujourd'hui, qui est issu de la recherche, et c'est le motto un peu de cet outil-là, c'est un pont entre la recherche et l'industrie. L'industrie, c'est vous. Et c'est un peu la conclusion de ma présentation. C'est déjà, merci à tout le monde de manière générale pour avoir compris les tests. En 8 ans, depuis 8 ans que j'étudie l'informatique, j'ai vraiment vu la différence. Je suis arrivé, on ne parlait pas de tests. Ensuite, on a parlé de tests, mais en disant, ouais, bon, ça, laisse faire. Il y en a qui aiment bien ça, mais ça ne va pas durer. Aujourd'hui, c'est enseigné dans les écoles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien compris, donc merci pour ça. Le test, je vous l'ai montré, c'est plus, et de plus en plus, ça devient plus que l'utilisation des outils. Il y a une philosophie complète autour de ça, une culture. Et l'automatisation des tests, c'est quelque chose qui fait partie de votre futur, d'accord? Vous allez tous vous y mettre à un moment donné, donc essayez de commencer maintenant. Et pourquoi pas essayer d'embaucher des chercheurs, d'accord? Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Je termine ma thèse dans 1 année. Merci. 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 On a le temps pour à peu près 3 minutes de questions, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Voilà. Personne n'a de questions? Bonjour. Bonjour. Donc ton principe, c'est que tu mets en prod et après tu testes, c'est ça? Ouais. Effectivement, la méthode de mon sujet de test, elle part du constat qu'effectivement, une fois que c'est en production, c'est fiable. C'est une hypothèse forte. C'est l'hypothèse de mon employeur que je tairai ici. Tout simplement parce qu'ils ont des phases de qualification de logiciels et un manque de culture de test qui est historique. Donc ils rattrapent comme ils peuvent, mais du coup, ils avaient fait autrement, avec des processus de qualification de logiciels très longs, 6 mois de fonctionnement en simulation. Je parle d'informatique industrielle. En fait, derrière, ça pilote des machines de production. Donc il y a des environnements de simulation avec des salles de simulation qui permettent de reproduire ces grosses usines qui sont partout dans le monde à la maison, on va dire, entre guillemets. Et donc derrière, ils font tourner le logiciel et ils le font fonctionner comme s'il était dans l'usine. Et donc derrière, au bout de 6 mois, ou plus si ça nécessite des modifications, ils qualifient le logiciel et du coup, ils le passent en production. Et sur le nombre de fois où ils ont fait ça, il n'y a eu quasiment aucun problème là-dessus. Les problèmes qui apparaissent, c'est quand ils font une mise à jour de logiciel. Et donc, mon outil est vraiment architecturé autour de ça. C'est-à-dire que moi, ce que je veux générer, au-delà des tests fonctionnels, c'est surtout des tests de non-régression. C'est construire un modèle pour l'application en version N, construire un modèle pour l'application en version N+1 et comparer les deux et voir si la différence se justifie par l'apport de fonctionnalités ou la suppression des fonctionnalités liées au changement de version. Ok, plus de questions? Si. Bonjour. Bonjour. Sur l'exemple sur Praspel, du coup, on peut tester des variables aléatoires qui vont être injectées sur la méthode. Oui. On peut tester le retour. Oui. On peut tester que ça fait des exceptions. Oui. Et comment la librairie elle fait la différence entre un retour et une exception? Enfin, comment elle sait que là c'est normal qu'il y ait une exception et que là le retour est bon? Eh bien parce que oui, je vois ce que tu veux dire effectivement. Tu peux ajouter plus de préconditions et de post-conditions que l'exemple. T'es pas obligé. Tu peux mettre plus que juste les domaines réalistes pour les paramètres en entrée, et tu peux mettre plus que les types de retour. Tu peux aussi chaîner
c'est un langage de spécification, donc tu peux spécifier que quand tu vas passer... là, en fait, si je reprends l'exemple, si là, je spécifie les domaines réalistes maximum, en fait. Mais derrière, je peux aussi dire que quand mes valeurs sont comprises entre des sous-domaines réalistes de mes domaines réalistes principaux, alors je devrais obtenir ça, plutôt que ça. Tu vois, tu peux conditionner en fait tes retours. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire la différence entre des erreurs et des types de retours autres, qui sont les types de retours classiques. Tu es obligé de spécifier, donc tu ne vas pas pouvoir t'affranchir complètement de décrire ce que ton programme fait, mais c'est à ça que sert une spécification. D'accord, c'était juste pour savoir, du coup, il n'y a pas besoin de revenir dans le code généré, c'est dans les commentaires où on va le définir. Non. Après, tu pourrais te servir du code généré pour ajouter plus de choses, d'accord ? Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça aussi. Merci. Merci beaucoup. Et bon appétit.